Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les colères françaises, on en a entendu un exemple il y a quelques instants avec ce reportage de la rédaction consacré aux Gilets jaunes de Haute-Loire, au Puy-en-Velay plus précisément. On les a évoquées également, ces colères, avec le convoi de la liberté, ces véhicules donc qui sont partis d'un peu partout en France. Certains sont arrivés jusqu'à Paris, d'autres sont repartis vers la Belgique, où une poignée d'entre eux ont tenté de rejoindre Strasbourg. Bref, comment apprécier l'état de l'opinion et plus précisément ces colères françaises? Deux méthodes, celle du sondeur Brice Teinturier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'Ipsos France et à côté de vous, Michel Offerlé, bonjour. Bonjour. Michel Offerlé, vous êtes sociologue et vous publiez un ouvrage très original en compagnie de Julien Frétel, Écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée aux éditions de la Découverte. Tout le monde sait qu'on écrit au président, mais au fond, on ne sait pas très bien ce qu'on lui écrit. Et vous, justement, vous vous êtes penché sur ces courriers et je me suis dit que c'était une manière d'apprécier finalement l'état de l'opinion. Alors, pas n'importe quelle opinion, parce qu'il faut faire le geste d'écrire au président, mais c'est quelque chose de facile à faire, d'autant que j'ai appris dans votre livre que en dessous de 20 grammes, la lettre était gratuite. Absolument. Donc, on peut envoyer un certain nombre de requêtes, de demandes au président. Que dire sur ce courrier? Quels sont les différents types de lettres que reçoivent nos présidents? Alors d'abord en volume, si vous voulez, donc c'est à peu près pendant un quinquennat entre 800 000 et 1 million depuis Mitterrand, puisqu'effectivement donc on est remonté jusqu'à François Mitterrand. On a sauté au-dessus de Chirac parce que les archives n'étaient pas ouvertes. En tout cas, peut-être au moins sous Hollande et peut-être plus sous Macron, puisqu'il y a eu les deux crises, notamment la crise des Gilets jaunes et la crise du Covid, notamment, qui a amené, si vous voulez, un volume beaucoup plus important. Alors disons qu'il y a des catégories de classement, donc au Palais de l'Alma, là où est donc traité le courrier, c'est pas à l'Élysée même, c'est un petit Élysée, donc il y a une différence entre le palais et le traitement du courrier. Et donc en gros, quand un courrier arrive, un courrier c'est quoi? Alors un courrier c'est une lettre, ça peut être un paquet. Tout ça est passé bien entendu donc au scan pour voir s'il n'y a pas éventuellement donc de l'anthrax, des explosifs. On trouve des balles éventuellement dedans, mais enfin qui ne sont pas en elles-mêmes, si vous voulez, donc létales. Et puis ça peut être des courriels, bien entendu. Alors depuis une quinzaine d'années, si vous voulez, le nombre de courriels augmente. Et donc on est à 60-40 en gros à l'heure actuelle. Et vous avez encore pas mal de lettres soit tapées, soit éventuellement beaucoup de lettres manuscrites aussi, qui sont notamment sur une demi-feuille de papier, du papier quadrillé, des choses comme ça. Alors disons, si on veut faire un espèce de tri en reprenant les catégories donc, de perception donc, du service du courrier, qui est un service à la fois administratif et politique, on pourra éventuellement parler de la manière dont il fait l'opinion, puisqu'effectivement on peut, si vous voulez, à partir de ces courriers, l'interroger pour en tirer en quelque sorte de l'opinion publique. Il y a d'une part les menaces de suicide qui sont traitées immédiatement. Il y a les lettres qui sont, si vous voulez, donc qu'on ne peut pas traiter parce qu'elles sont anonymes ou bien ce sont des lettres d'insultes. Et donc elles sont mises de côté, sauf maintenant, depuis un certain nombre de mois justement, elles sont insérées également, si vous voulez, donc émoulinées avec les autres lettres. Et puis les trois principales catégories, c'est d'une part, on n'a pas beaucoup travaillé dessus, elles sont importantes, elles demandent beaucoup de travail de rédaction, c'est ce qu'on appelle le courrier réservé, c'est-à-dire c'est le courrier des personnalités. Le président de la République n'a plus de courrier personnel et donc tout passe par le service du courrier, si vous voulez. Et donc ça peut être à la fois des lettres d'amis, les plus proches effectivement ont d'autres moyens, mais ça peut être des lettres d'amis, ça peut être également donc surtout des lettres de chefs d'État, de grands patrons, de syndicalistes et surtout de parlementaires aussi qu'il faut traiter avec beaucoup de soin, si vous voulez. Alors, si on met de côté les lettres fantaisistes, les lettres de demande, et qu'on ne retient que les lettres exprimant une colère, Michel Offerlé, que disent ces lettres? Alors, je ne prendrai pas cette catégorie-là, si vous voulez, parce qu'effectivement, les catégories de classement, c'est les requêtes. C'est quelque chose qui demande quelque chose pour lui, mais qui peut avoir éventuellement une portée plus générale. C'est-à-dire qu'on peut très très bien parler de son logement et parler également des mal logés.
on peut parler éventuellement du ras-le-bol fiscal et parler de l'ensemble justement de la fiscalité française. Et donc il y a une espèce de continuum entre ce qu'on appelle donc les requêtes d'une part et ce qu'on classe d'une certaine manière comme opinion. Et donc il y a toute une transaction au sein du service. C'est ce paquet-là, c'est ce paquet-là. C'est-à-dire des opinions, c'est quelque chose qui est plus ou moins formulé. Mais on peut très très bien avoir justement donc dans les requêtes de la colère, on peut très très bien avoir dans l'opinion de la colère justement aussi. Brice Teinturier, la colère pour un sondeur, alors on a évoqué différents mouvements sociaux de type tout à fait nouveau, les Gilets jaunes, et l'auto-proclamé convoi de la liberté. Comment appréciez-vous ces phénomènes et qu'est-ce qu'ils signifient à votre avis? Est-ce que vous avez aussi d'autres moyens d'apprécier la colère des Français? Oui, d'abord, on peut l'apprécier en demandant tout simplement aux Français de caractériser leur état d'esprit, leurs émotions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça varie. Et aujourd'hui, par exemple, la colère n'est pas du tout l'émotion qu'ils mettent le plus en avant. Ce qu'ils mettent en avant, c'est davantage la fatigue, l'incertitude, l'anxiété. Et la colère ou la révolte viennent très loin derrière. Et c'est intéressant aussi parce qu'on peut comparer ces évolutions dans le temps. Et là, on mesure qu'on est aujourd'hui à un moment qui n'est pas le moment de 2016-2017, où vous aviez beaucoup plus de colère et de révolte. Encore moins le moment des Gilets jaunes de 2018, où là, la colère avait atteint un climax absolument extraordinaire. Et on est donc dans un autre état d'esprit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de colère. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, tout va bien. Le pays aspire soit un changement de modèle pour un gros tiers des Français qui réclament carrément un changement de modèle. Qu'est-ce que ça veut dire un changement de modèle? Eh bien, ça veut dire qu'ils veulent renverser la table. Ce n'est pas simplement des réformes profondes, c'est fondamentalement, alors ils sont plus présents chez les sympathisants de la France Insoumise ou du Rassemblement National, mais c'est un ras-le-bol extrêmement profond et c'est une autre vision de ce que doit être la société. Puis il faut y ajouter 60% qui veulent des réformes profondes. Donc on n'est pas dans la colère, mais on est dans le mécontentement. Ça me paraît incontestable. Et de temps en temps, on peut avoir bien évidemment des braises qui s'enflamment. Ça peut être le cas avec les convois de la liberté, ça a été le cas avec les Gilets jaunes. Mais quantitativement, malgré tout, il faut le dire, nous ne sommes pas dans un pays qui aujourd'hui atteint le niveau de colère qu'il atteignait il y a 2 ou 3 ans. Comment vous expliquez cela? Est-ce que la crise du Covid a eu, je ne sais pas, un effet apaisant? Ce serait paradoxal. Ou bien est-ce que d'autres émotions, telles que par exemple l'anxiété, ont pris la place de la colère, Brice Teinturier? Oui, c'est plutôt ça. Le Covid a eu un effet anesthésiant sur la colère, ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'elle a disparu, mais ce qu'a provoqué le Covid, c'est d'abord une polarisation des individus sur leur reconstitution personnelle, mentale, physique, etc. C'est une incertitude grandissante qui crée de l'anxiété. Et du coup, c'est plutôt la volonté de se protéger et de sortir de l'obsession qu'on a eue autour du Covid, des masques, de la contamination, etc. C'est donc une scène aussi qui est beaucoup plus marquée par des affects individuels que des affects collectifs. Et ça pose évidemment un problème quand vous êtes à la veille d'une élection présidentielle, puisque les individus sont beaucoup plus centrés sur des problèmes immédiats, sur eux, que sur des projets de société globaux. Justement, est-ce qu'il y a des demandes collectives, Michel Offerlé, dans les lettres que vous avez eu l'occasion de lire? Est-ce qu'on est plutôt sur des demandes individuelles? Bref, qu'observe-t-on dans ces milliers de lettres que reçoit le président de la République? Alors effectivement, si vous voulez, c'est ce que je vous ai dit en ce qui concerne donc les requêtes. Les requêtes, c'est 60% donc, du courrier. Hein. Bon. Dans ces requêtes, on a des gens qui parlent de leur cas personnel, avec généralement parfois des preuves de leur malheur. Ils envoient éventuellement donc leur feuille d'impôt. Ils envoient la liste justement donc de leurs dépenses incompressibles. Ils envoient également des certificats médicaux. Ils envoient des factures d'électricité. Et donc, si vous voulez, là, voir éventuellement toute une série de choses autour du logement. En gros, si vous voulez, on est dans le domaine, si vous voulez, de la vie très quotidienne, à savoir, je n'arrive pas à m'en sortir. Et d'une certaine manière, c'est une espèce de base continue que l'on retrouve, quel que soit le président, hein, que ce soit les courriers Sarkozy, les courriers Hollande ou les courriers Macron. Et nous avons été d'une certaine manière, pas tellement étonnés, alors rétrospectivement c'est facile de le dire, par le mouvement des Gilets jaunes, parce que lorsque l'on a commencé à parler des Gilets jaunes, ça nous a fait penser à ce qu'on avait lu dans les lettres, à savoir justement un ensemble
donc de problèmes individuels qui n'étaient pas forcément justement mis en œuvre collectivement et qui s'est progressivement collectivisé dans le mouvement des Gilets jaunes, mais qui restait au départ donc des mouvements individuels. C'est-à-dire qui n'étaient pas pris en charge politiquement ou syndicalement? Alors, c'est-à-dire que si vous voulez, l'un des problèmes de ces requêtes, c'est qu'en règle générale, elles ne sont pas traitées politiquement. Sauf depuis, d'une certaine manière, 1 an ou 2 ans. Mais parce que pourtant, le mal-logement, par exemple, pour reprendre un thème, c'est un thème politique qui est traité politiquement. Oui, mais simplement, la personne, en règle générale, si vous voulez, donc, parle de son logement. C'est-à-dire qu'elle parle en mon nom. On ne parle pas en tant que. Et donc, c'est là où se pose le problème, si vous voulez, du continuum entre le en mon nom et en tant que, si vous voulez. Bon. Et d'une certaine manière, les requêtes qui sont les plus nombreuses et qui arrivent au courrier de l'Élysée sont celles qui demandent le moins de temps à traiter. C'est-à-dire qu'en règle générale, on les envoie, si vous voulez, aux services sociaux, aux préfectures. Bon. Et donc, à ce moment-là, on les retrouve dans les dossiers des assurances, des assistantes sociales, etc., etc. Bon. Et donc, si vous voulez... Parce qu'ils sont traités. L'Élysée envoie aux services... Si vous voulez, le principe du courrier de l'Élysée, c'est répondre à tous. Alors, l'autre jour, j'étais justement au téléphone sonne, il y a toute une série de gens sur France Inter qui m'ont dit « Mais j'ai écrit et j'ai pas, justement, reçu de réponse. » Bon, en principe, là, il faut vérifier auprès du service. Et d'une certaine manière, les présidents qui s'intéressent le moins au courrier s'intéressent simplement à ce que le service tourne. Hein, et donc, notamment Nicolas Sarkozy, on l'a pu l'interviewer également, son chef de cabinet. Visiblement, ce n'était pas véritablement sa principale source d'information. Simplement, il s'inquiétait qu'on ait bien répondu à tout le monde. Brice Teinturier. Pour aller dans le sens de Michel Offerlé, nous suivons un indicateur à Ipsos qui est la satisfaction de la vie qu'on mène. Et vous n'avez que 46% aujourd'hui des Français, c'est très peu je trouve, qui vous disent « je suis satisfait de la vie que je mène ». Et c'est un indicateur qui a énormément baissé depuis l'entrée dans la pandémie. Et troisième élément, il est extraordinairement structurant dans le vote. Vous avez des catégories de Français qui sont tout simplement malheureuses. Alors elles peuvent l'exprimer ensuite en écrivant, en donnant des requêtes aux politiques ou pas. Mais cette dimension-là fabrique un vote qui échappe aux catégories traditionnelles d'âge, de CSP, de catégories socio-professionnelles ou autres. Le fait d'être malheureux ou heureux conditionne en grande partie votre vote. Mais la part du politique dans la satisfaction par rapport à la vie que l'on mène, tout n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron ou de François Hollande si vous êtes mécontent de votre vie en général, Brice Teinturier. Bien évidemment, mais malgré tout, le fait d'être insatisfait vous amène ensuite à rechercher les causes de votre insatisfaction et très vite elles peuvent remonter sur les politiques ne nous comprennent pas, ne prennent pas en compte nos demandes, sont incapables de fabriquer la société que nous souhaiterions ou d'obtenir des résultats. Et à ce moment-là, vous avez une insatisfaction de vie qui se transforme en réponse politique à l'occasion des élections. Est-ce que c'est un chiffre qui va croissant? Est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de situer le vote ou le non-vote d'ailleurs de ces catégories de Français qui sont aujourd'hui mécontentes? Oui, très clairement. Martial Foucault a plus particulièrement travaillé sur cet indicateur récemment que nous avons dans notre dispositif électoral. Et on voit très bien que les plus malheureux votent prioritairement pour le Rassemblement national ou pour la France insoumise. Les catégories qui s'estiment satisfaites de leur vie votent prioritairement et massivement pour Emmanuel Macron. Donc quand je dis que c'est très structurant, c'est que même en neutralisant d'autres variables, le fait d'être ouvrier, par exemple, heureux ou malheureux, eh bien, va modifier substantiellement la façon dont vous allez voter. Alors, parmi les colères, les demandes françaises, il y a l'idée, Michel Offerlé, que les politiques sont hors sol, les journalistes aussi d'ailleurs, les sociologues, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce type de demande. Est-ce que vous avez l'impression, au vu justement de ce courrier, que les politiques sont mal renseignés sur l'état de la société ? Oui et non, si vous voulez, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, on a assez largement dans la presse parlé du syndrome de l'Élysée, de l'enfermement, etc., etc., et donc du moyen d'en sortir. Bon. Alors effectivement, on a tous les moyens depuis éventuellement donc les premiers moyens lorsque les enquêtes, pourrait-on dire, ont été créées entre guillemets au XIXe siècle. Je pense notamment au beau travail de Pierre Carry-Lacohen sur l'état des esprits. Eh bien, c'était d'abord les rapports des préfets. Et François Hollande nous a parlé encore du rapport des préfets justement. Bon. Et donc on a d'une certaine manière une assez vaste gamme de possibilités en quelque sorte de savoir ce que pensent en quelque sorte les gouvernants.
est. Bon, alors, on n'est pas passé au tout sondage, mais en tous les cas, selon donc les présidents, il y a plus ou moins d'intérêt, éventuellement, pour d'autres choses que les sondages. Bon. Et donc, notamment, donc, le courrier présidentiel qui apparaît un peu ringard, bon, c'est effectivement une source sur laquelle on met on prend beaucoup de précautions. Ce n'est pas l'opinion publique des Français, c'est l'opinion de Français qui ont pris la peine donc d'écrire. Et donc, on a des catégories, si tant est qu'on puisse savoir qui exactement écrit, qui sont sous-représentés, d'autres catégories qui sont sur-représentées. Simplement, de la même manière qu'il y a éventuellement justement donc des enquêtes d'opinion qualitatives, là, on a une masse donc de renseignements qualitatifs que d'ailleurs le service essaye de transformer en quantitatif depuis la fin du quinquennat Hollande et notamment avec le passage donc à une digitalisation du service sous Emmanuel Macron. Brice Teinturier, les sondages font partie des manières dont les politiques peuvent se renseigner sur l'état de l'opinion. Vous les trouvez hors sol, les politiques, plus hors sol qu'auparavant ? Non, je ne dirais pas ça. Je pense même qu'on peut leur adresser beaucoup de reproches, mais pas celui-là. Ils sont véritablement, pour la plupart d'entre eux, vous aurez toujours des exceptions, mais au fait de ce que ressentent les Français. Ils font beaucoup de terrain, ils ont beaucoup de capteurs. Peut-être qu'ensuite, ils ne savent pas y répondre. Ça, c'est autre chose. Que l'action ne produit pas du résultat, c'est encore autre chose. Mais dire qu'ils seraient déconnectés me paraît être un reproche faux. En revanche, ce qui est important, c'est que cette capacité à donner le sentiment qu'on comprend les problèmes des Français fait partie des 3 dimensions clés pour un candidat à l'élection présidentielle, avec la capacité à changer les choses et la présidentialité. Ça, c'est le premier point, donc c'est vraiment une dimension fondamentale. Le deuxième point, c'est que quand vous interrogez les Français sur le type de leadership présidentiel qu'ils souhaitent, c'est ce qui arrive en premier. Ils veulent un leader, un président de la République, capable de véritablement comprendre ce qu'ils ressentent. Et le troisième point, c'est qu'effectivement, quasiment toutes les personnalités politiques sont mal notées sur cette dimension. Celle qui est la mieux notée, c'est Marine Le Pen, mais ce n'est que 42% des Français qui considèrent qu'elle comprend les problèmes des gens. Emmanuel Macron est à 25%, donc on voit bien que là on touche à quelque chose qui, que ce soit fondé ou pas, moi je pense que ce n'est que partiellement fondé, mais qui malgré tout est absolument déterminant dans le vote et la relation politique. Je serais moins optimiste que vous. Vous développerez ce pessimisme relatif, Michel Offerlé, dans une vingtaine de minutes. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous publiez en compagnie de Julien Frétel, « Écrire au président » aux éditions de La Découverte. Il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. Brice Teinturier, la malédiction du président sortant. Oui, quand on regarde effectivement le passé, on voit que systématiquement, sauf quand on prend en compte les cohabitations, mais il ne faut pas le faire, vous avez eu raison de le souligner, que le sortant a été battu. Bon, malgré tout, il faut rappeler aussi qu'une élection présidentielle, ce n'est pas une question de notation. Ce n'est pas une question où on exprime une satisfaction ou une insatisfaction, c'est une question de concurrence. On fait un choix, parfois par défaut et de plus en plus par défaut, entre différents candidats. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron va subir, et il subit la défiance et le mécontentement. Il est à 43% de jugement positif sur son action. On dit c'est très bien par rapport à ses prédécesseurs. Enfin, ça veut dire quand même qu'il reste minoritaire. Donc évidemment qu'il aura cette difficulté. Mais le vrai sujet, me semble-t-il, la vraie difficulté du sortant, ce n'est pas simplement de défendre son bilan, sur lequel il est systématiquement attaqué, et Macron va l'être, c'est d'arriver à proposer une projection en répondant à la question « mais pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 5 ans ?» Donc c'est d'être crédible également dans la projection. C'est ça sa difficulté particulière. Ensuite, vous avez l'offre électorale qui va jouer. Est-ce que les autres peuvent faire mieux ou moins bien que l'actuel ? L'hostilité suscitée par tel ou tel président, donc là en l'occurrence par Emmanuel Macron, est-elle particulière ? On a vu qu'elle s'est exprimée pour les Gilets jaunes, par exemple. Il y avait une personnalisation de ces revendications qui étaient dirigées contre lui, mais les Gilets jaunes sont les Gilets jaunes. Si on prend maintenant le pays dans sa globalité, Brice Teinturier. Alors c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver effectivement à le prendre dans sa globalité. Et qu'est-ce que nous disent les enquêtes quantitatives de ce point de vue ? C'est que l'intensité de rejet aujourd'hui, si vous prenez un indicateur comme le jugement favorable avec une échelle en 4, et si vous regardez les jugements très défavorables, elle est de
30%. Elle était de 25% quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Elle est montée jusqu'à 50%. Elle a baissé ensuite de 20 points. Donc toute la question, c'est de savoir si cette présidentielle peut fonctionner comme un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Ça avait été largement le cas avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, quand vous regardez les différents indicateurs, nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'on entend très souvent, dans un état de détestation ou de rejet qui serait supérieur à Nicolas Sarkozy ou à François Hollande. C'est même moins que ce qu'avaient connu ses deux prédécesseurs. Mais Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rejet, encore une fois. Mais il faut bien, à un moment donné, essayer de regarder les indicateurs, de les quantifier et de ne pas être que dans l'anecdote. Et pour le coup, si vous regardez cela, force est de constater que le rejet était extrêmement intense en 2018 et qu'il a plutôt baissé depuis cette date pour des raisons qu'on comprend assez bien d'ailleurs. Mais les élections précédentes des présidents de la République, Brice Teinturier, elles se sont opérées dans des contextes. Alors, on évoquait par exemple la triangulation pour Nicolas Sarkozy lors de son élection. On a évoqué pour François Hollande aussi une partie de la droite. On s'en souvient, une partie des Chiraciens historiques qui se sont rangés derrière lui. Bref, une manière de faire apparaître le candidat élu comme étant consensuel, en tout cas au moment de son élection. Pareil phénomène peut-il arriver aujourd'hui avec l'un ou l'autre des candidats, ou bien est-ce que l'on est dans une situation où finalement on est dans des refus relatifs, puisque de toute façon une élection présidentielle c'est toujours un choix relatif. Je crois qu'on est dans une présidentielle qui est totalement ouverte et d'ailleurs Stéphane Lambert l'a signalé aussi. Si vous avez une candidate qui à un moment donné peut coaguler un certain nombre de votes utiles de rejet, pas forcément des votes d'adhésion, mais le vote d'une partie des électeurs d'Éric Zemmour, notamment en faveur de Valérie Pécresse, si tant est qu'elle soit qualifiée pour le second tour. Là, bien évidemment, vous pouvez avoir une agrégation de mécontentements qui produisent le rejet du président sortant et sa défaite. Donc ça reste d'actualité. Le premier tour est ouvert sur la qualification et le second tour peut être très ouvert en fonction de qui est qualifié. Alors, quand même une dernière question au sujet du croisement des courbes, puisque ça fait partie des figures imposées de chaque élection présidentielle, une sorte de mystique des courbes. Il y aurait donc croisement des courbes aujourd'hui entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, ce qui signifie qu'Éric Zemmour serait peut-être mieux placé qu'elle pour arriver au second tour. Il reste Marine Le Pen, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une loi physique ou une loi d'airain, Brice Teinturier? Je pense d'abord qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de croisement des courbes, surtout quand on est dans des niveaux qui sont aussi faibles pour les départager. Là, on parle de 0,5 ou d'un point. On est totalement dans les marges d'erreur. Et ce qui est plutôt clair, c'est qu'il n'y a pas une dynamique, justement, de ces trois candidats, que ce soit Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, qui permettrait de dire il se passe quelque chose au vrai sens du terme de dynamique. Donc on est encore dans un moment où ces trois candidats sont à peu près dans la même zone, sans qu'il y ait de dynamique claire permettant de dire ça y est, on va vers ce qu'Olivier Duhamel avait appelé à l'époque la cristallisation du vote, qui intervient de manière beaucoup plus tardive. Donc on est encore une fois dans un moment où les choses ne sont pas distinguées par les Français et où ces trois candidats sont dans un niveau extrêmement proche. Ce que vous voulez nous dire, c'est que c'est dur d'être un sondeur ces temps-ci? Non, je pense que ce qui est le plus important, c'est que les Français ne sont pas encore totalement rentrés dans cette campagne, loin de là, et ça on mesure aussi, et qu'il n'y a pas la confrontation entre tous les candidats, parce qu'il y en a un et un essentiel qui n'est pas encore candidat, même si les Français se doutent bien qu'il va l'être, mais il n'y a pas la confrontation entre leurs projets, leurs propositions, et du coup nous ne sommes pas encore dans ce moment où on peut parler de dynamique comme on l'avait eu en 2017, plus précocement qu'aujourd'hui, ça c'est incontestable. Le regard du sociologue Michel Offenbach. Alors, je ne vais pas me lancer dans cette discussion parce que je crois qu'on est là véritablement dans ce qu'on appelle la poloche ou la popole. À savoir, on est dans des catégories qui sont les catégories des journalistes, des sondeurs, voire éventuellement des sociologues. Je ne sais pas si c'est dans ces catégories-là que pensent les Français et je ne sais pas si c'est dans ces catégories-là qu'ils font leur choix. Donc là aussi, ça me mettrait très très longtemps, vraisemblablement, sur savoir ce que savent les Français des candidats, de quelle manière éventuellement ils vont faire leur choix, de quelle manière ils vont rejeter un tel ou un tel. Mais je crois qu'effectivement, donc, c'est l'un des dangers de cette campagne électorale. Et d'une certaine manière, lorsqu'on se fixe uniquement sur les sondages, savoir s'il y en a un demi-point, un point exactement en plus, je crois qu'on rend un mauvais service à la démocratie. C'est-à-dire que l'un des points, bon, même si c'est pas facile forcément de parler autre chose que de la popole ou de la poloche, de parler de politique publique et que ça ennuie. Je me
souviens effectivement de mes souvenirs, l'un des grands débats qui a été considéré comme en 1965 le nec plus ultra du débat, c'était Mendès France contre Debré. Ça avait été 2 heures à Europe numéro 1, mais on était là véritablement dans programme contre programme et non pas justement dans ces espèces de courses de petits chevaux dans lesquelles on est beaucoup trop entraîné justement donc pendant cette campagne électorale, comme également dans les campagnes précédentes. Mais le fait, par exemple, qu'il y ait une question d'incarnation qui se retrouve dans les lettres. Donc là, on n'est plus sur des chiffres et sur des sondages, mais sur la manière dont on s'adresse au président. Cela, c'est quelque chose qui a évolué, que vous avez vu évoluer d'ailleurs, puisque les courriers que vous avez analysés sont des courriers antérieurs au président actuel également. Alors, simplement, peut-être pour revenir justement sur ce qui a été dit, j'ai pas les chiffres avec moi, mais simplement j'avais écrit un article dans AOC sur l'élection du président au suffrage universel. Bon, il suffit de prendre la courbe là et de comprendre, si vous voulez, que quand on raisonne en exprimé encore plus en inscrit, on a, si vous voulez, un taux justement donc d'élection, un taux de voix au premier tour, qui est de plus en plus faible. Disons que les plus forts, ça a été De Gaulle, Mitterrand, et après, que ce soit tous les autres, ça s'est également écroulé. Et également, le nombre de voix que recueille le second est également, si vous voulez, extrêmement faible. Et donc, d'une certaine manière, comme vous l'avez dit, bon, ça, c'est pas une nouveauté, c'est-à-dire que bien souvent, la plupart des fois, on vote par rejet, on vote utile éventuellement, ou on vote par rejet pour ne pas avoir le plus pire, comme on dit éventuellement. Mais alors, ça justement, c'est intéressant parce que vous flétrissiez la popole ou la poloche, je ne sais plus comment vous l'appeliez, mais de la même façon, les sociologues ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à travailler puisque les mouvements sociaux auxquels vous êtes confrontés sont des mouvements sociaux complètement inédits. Les Gilets jaunes, le convoi autoproclamé Aide la liberté n'ont rien à voir à ce que l'on connaissait jadis avec des syndicats, des revendications sur les hausses de salaire, etc. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, je vais revenir, si vous voulez bien, à la question antérieure, à savoir, vous m'avez interrogé justement sur qu'est-ce qu'on voit dans les courriers du point de vue du rapport au président. Alors effectivement, c'est très très intéressant à regarder parce que vous avez à la fois des formes de déférence et avec l'idée que le président peut tout. Alors, est-ce que c'est de la déférence feinte? Est-ce que c'est au contraire, si vous voulez, des formes donc, de remise de soi? C'est la dernière chance, là aussi. Il y a toute une série de gens qui disent « j'ai tout essayé, j'ai fait tous les guichets, j'ai fait notamment, par exemple, le défenseur des droits, ou bien j'ai été au guichet de la CAF, et aidez-moi à démêler mon dossier, si vous voulez. » Bon, alors il y a ça. Et puis à côté de ça, vous avez également toute une forme d'expression qui, d'après ce qu'on peut voir, s'est progressivement en quelque sorte dégradé. Alors, on n'a pas eu la possibilité de travailler directement sur le courrier Mitterrand, mais avec les entretiens que j'ai faits avec le directeur donc, du service sous Mitterrand, je lui ai posé plusieurs fois la question, est-ce qu'on insultait Mitterrand? Il me dit, dans mon souvenir, non. On lui parlait... On n'a pas les mêmes souvenirs. Bon, dans le courrier, dans le reste... Dans le courrier, si vous voulez. Et donc, il y avait des formes de déférence épistolaire, et notamment, on s'aperçoit que le courriel également amène à une forme de dégradation, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on utilise des formules beaucoup plus rapides. Il n'y a pas forcément de Monsieur le Président de la République en tête, il n'y a pas forcément salutation respectueuse à la fin, même si c'est marqué sur le site de l'Élysée, comment bien s'exprimer auprès du Président. Bon, alors, je crois qu'également, donc, il y a eu un irrespect qui a été très très fort chez Hollande, qui a été dû à toute une série de mesures, et notamment chez les socialistes. Alors, donc là aussi, c'est d'une certaine manière la trahison. Et en ce qui concerne Macron, vous avez, si vous voulez, eu, à partir du moment où, justement, où ces phrases ont été repérées, et je crois que d'une certaine manière, il a arrêté de le faire, et il a bien fait pour lui. Mis à part la dernière saillie, emmerder les Français. Bon, il l'a utilisé 2 fois, emmerder les Français. Pour les non-vaccinés. Bon, voilà, pour les non-vaccinés et également pour le contrôle donc, des 2 roues, si vous voulez. Bon, en ce qui concerne cela, on a en quelque sorte amené tout un chapelet, si vous voulez, donc, de formules qui ont été considérées comme méprisantes, comme éventuellement il y a eu des formules méprisantes, mais beaucoup moins sous Sarkozy, et également les fameux sans-dents sous Hollande. Bon, et donc là, il y a eu vraiment des expressions de haine que l'on trouve dans les courriers. Brice Teinturier.
Non, mais je crois que la montée de l'irrespect, la montée de la haine, la désinhibition aussi des individus et leur capacité du coup à ce qu'on a appelé le parler cash ou à dire très violemment parfois ce qu'ils pensent du politique, c'est un des phénomènes centraux de la société française qu'on voit depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et donc effectivement, les mots sont de plus en plus véhéments et la déférence à l'égard du politique et de la présidence de la République a totalement disparu ou quasiment totalement disparu. Du coup, c'est intéressant parce que ça nous dit quelque chose aussi sur la relation des Français à leur système politique. Et c'est une relation profondément dégradée, mais qui va de pair avec le fait que jusque dans les années 70, par exemple, vous aviez une majorité de Français qui considéraient que le personnel politique était globalement honnête et que depuis, vous avez plutôt les 2 tiers des Français qui nous disent qu'ils sont malhonnêtes. Vous avez aussi une crise non seulement du résultat, mais de la représentation, le sentiment de ne pas être bien représenté. Tout cela ajouté au sentiment que les politiques constitueraient une sorte de caste qui vivrait dans une endogamie permanente, eh bien, a généré des critiques de plus en plus acerbes, violentes, à l'égard, c'est indéniable, des responsables, et notamment des responsables de type président, ministre, etc. Parce que le maire, le député, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Mais alors, dans le même temps, les politiques ont changé eux aussi, Brice Teinturier, parce que ce ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Il y a eu un phénomène d'accessibilité en apparence ou de proximité. Donc tout cela aussi a modifié la fonction, évidemment, jusqu'au président normal, je crois. Et ça n'a pas pour autant amélioré la relation des Français à leur personnel politique, voire ça l'a détérioré. Non pas qu'il faudrait qu'il y ait une distance, mais en tous les cas, tous les efforts qui ont été faits pour être dans la proximité n'ont pas produit d'effet majeur pour retisser des liens entre les Français et les politiques. Et même la sociologie, moi je pense qu'il y a une illusion à s'imaginer que si la sociologie des politiques colle plus à la sociologie du pays, tout va bien aller. Malheureusement, c'est un peu plus complexe que ça. Ce serait heureux, mais il n'y a pas que cela qui joue. Il ne suffit pas d'avoir des hommes ou des femmes politiques comme nous. Il y a beaucoup d'autres éléments qui doivent être pris en compte. Michel Offerlé. Malgré tout, justement, on n'a pas encore essayé. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il fut un temps où il y avait donc, disons, des individus qui venaient donc d'un certain nombre de classes sociales beaucoup plus larges, avec éventuellement des niveaux de diplôme également beaucoup plus diversifiés. C'est quelque chose qui a quasiment maintenant disparu depuis une trentaine d'années. Et donc on a véritablement, si vous voulez, donc aussi bien d'ailleurs dans la plupart des temps, du temps pour les députés, pour les ministres, pour le président de la République, n'en parlons pas, voire éventuellement pour les grands-mères, une espèce donc de sursélection sociale qui fait que les individus, ne se sentent pas éventuellement représentés. Alors, ceci étant, c'est pas un coup de baguette magique si on introduisait 20% d'ouvriers, 20% d'employés, comme on peut faire éventuellement, par exemple, dans des conférences citoyennes, où on peut éventuellement, justement, donc, essayer d'avoir une espèce de représentativité donc, de l'ensemble de la population, parce que derrière tout ça, il y a la profession politique. Et d'une certaine manière, on s'aperçoit que là aussi, il y a des règles du jeu de la profession politique qui font que, comme on l'a pu le voir éventuellement pour l'entrée des femmes, par exemple dans la profession politique, il a fallu qu'on aménage éventuellement, ou que de toute manière, qu'on aménage les horaires. Certainement pas. Simplement, les femmes politiques qui sont entrées en politique ont dû, en quelque sorte, se plier à un agenda qui a d'abord été fait pour un agenda, justement, masculin. Et donc, de la même manière, si vous voulez, donc, les règles du jeu politique, on s'aperçoit, et pourtant, ce qu'on a appelé les novices de l'Assemblée de 2017 étaient des novices en ce sens qu'ils disaient être venus de la société civile. Mais c'était généralement des gens qui étaient des gens donc à statut social, des diplômés, etc., etc. Ont eu beaucoup de mal, en quelque sorte, à trouver leur place, sauf ceux qui avaient eu, justement, ne serait-ce qu'une petite expérience politique entre les deux. Donc, le problème qui se pose constamment, c'est qu'est-ce que fait la profession antérieure à la profession politique ? Est-ce que le fait, justement, d'introduire, donc ça c'est un débat qu'on a beaucoup moins en France qu'éventuellement aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on a une classe politique qui vient, par exemple, moi j'ai travaillé sur le patronat, est-ce que si on avait plus de patrons en politique que de fonctionnaires, est-ce qu'on avait plus d'ouvriers, est-ce que ça changerait fondamentalement la profession politique ? Sachant qu'il y a quand même eu, Brice Teinturier, notamment avec La République En Marche, une tentative, une volonté, ou alors un affichage de modification du personnel politique. Oui, alors on peut regarder les choses de deux façons. Globalement, si vous prenez depuis 5 ou 6 ans ce que nous disent les Français à propos de leurs responsables politiques, la situation s'est améliorée, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. C'est-à-dire ?
On a moins de Français qui nous disent ils sont corrompus, moins de Français qui nous disent mes idées ne sont pas bien représentées, moins de Français qui nous disent ils ne sont mieux que par leur intérêt personnel. Et quand vous regardez le niveau, et il faut essayer de tenir les deux, le niveau reste évidemment extrêmement mauvais. C'est-à-dire que la crise de la représentation et de la relation avec le personnel politique est toujours évidemment bien présente. Mais qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que plus vous multipliez les débats participatifs, les budgets participatifs que font par exemple des élus locaux, les conférences de consensus, plus je pense vous améliorez ou vous atténuez la critique du politique, mais qu'on est encore loin à travers ces outils-là d'avoir une réconciliation, on va dire, un peu plus forte entre les Français et les représentés et les représentants. Alors, bien évidemment, la sociologie aussi des élus est quelque chose, encore une fois, qui joue de manière importante. Moi, je pense juste qu'il y aurait une illusion à s'imaginer qu'en ayant simplement plus d'employés et d'ouvriers, on aurait une relation qui serait tout de suite ou assez mécaniquement apaisée. Michel Offerlé, ma question tout à l'heure sur les revendications ou les formes nouvelles de manifestation, comment le sociologue que vous êtes les appréhende-t-il ou ne les appréhende-t-il pas d'ailleurs, si vous trouvez que ces phénomènes sont encore, je ne sais pas, trop récents pour être véritablement pensés? À l'heure actuelle, si vous voulez, alors là, ça aussi, c'est le problème du rythme universitaire et du rythme de la recherche, si vous voulez. Il y a des groupes qui travaillent, donc, notamment sur les Gilets jaunes, qui ont à la fois travaillé sur les cahiers de doléances, les deux, parce que vous avez les cahiers de doléances officiels et puis les cahiers de doléances officieux, si vous voulez, qui ont également fait de l'ethnographie au rond-point. Je pense notamment à Olivier Filleul, je pense également à Magali Della Souda, qui ont un certain nombre, et d'autres que encore, nous avons reçus. Qui ont effectivement un certain nombre de groupes autour d'eux. Et la publication, pour le moment, ça tarde, effectivement. Donc, il y a eu un certain nombre d'articles de revues. Je pense notamment à un débat intéressant qui a été publié en 2019 dans la revue Politics. Bon, et c'est vrai que là, d'une certaine manière, on est sur un monde qui était inconnu, d'une certaine manière, parce que c'est une partie de la population qui, en quelque sorte, était en dehors des radars. Qu'on retrouve d'ailleurs dans nos courriers. Quand le premier papier qu'on a fait, ça a été donc un papier comparant, si vous voulez, les Gilets jaunes avec le courrier donc reçu, notamment le courrier requête. C'est-à-dire des gens les uns à côté des autres, mais qui ne formaient pas groupe. Alors ce qui s'est passé, c'est que ensuite, à force de manifester, à force de se retrouver ensemble, de tenir des ronds-points, éventuellement de venir manifester à Paris, il y a eu des groupes vraiment très très hétérogènes qui se sont formés, si vous voulez, mais qui d'une certaine manière, ensuite ont éclaté. D'ailleurs, il faut voir par exemple la carrière de certains Gilets jaunes, soit certains ont disparu. Jacqueline Moureau, qui a été la lanceuse d'alerte, est devenue d'abord, d'une part, la porte-parole donc des Gilets jaunes auprès du patronat. Je l'ai retrouvée à l'université d'été du MEDEF, et puis ensuite, maintenant, elle est porte-parole d'Éric Zemmour, si vous voulez. Donc vous avez effectivement donc des carrières qui ont explosé, qui étaient effectivement d'une certaine manière la caractéristique de ces mouvements qui se voulaient ni de droite ni de gauche, certains éventuellement, et les partis également donc ont essayé de récupérer, mais on sait très très bien que l'un des problèmes à l'heure actuelle pour tous les mouvements sociaux, c'est quand on voit éventuellement des militants arriver avec leurs gros sabots, les autres justement risquent de s'en aller. Brice Teinturier. Quand on demande en tous les cas aux Français avec des échantillons représentatifs s'ils se sentent proches ou éloignés aujourd'hui des Gilets jaunes et qu'on regarde quelle est leur préférence partisane, il y a malgré tout des marqueurs politiques. Les sympathisants du Front National, du Rassemblement National, sont plus présents chez les Gilets jaunes que sur l'ensemble de la population. Cela étant, moi ce qui m'a beaucoup marqué, ce que je trouve très intéressant, c'est non seulement ce que vous évoquez là sur le devenir et les itinéraires de certains représentants des Gilets jaunes qui justement ne voulaient pas de représentation, mais c'est surtout sur, on l'a un peu oublié, l'extraordinaire soutien dont ils ont bénéficié dans l'ensemble de la population. Pour moi, c'est aussi ça le phénomène marquant, c'est cette identification, cette façon dont les Français se sont retrouvés dans le combat et les manifestations des Gilets jaunes, alors même qu'ils pouvaient en être très éloignés sociologiquement. Et là, il s'est passé quelque chose d'important qui nous disait à quel point cette société était sous tension et à quel point, sur des enjeux de pouvoir d'achat
et de représentation et de prise en compte, les Gilets jaunes ont été une sorte de porte-parole qui dépassait simplement les catégories populaires qu'on voyait moins, qui étaient invisibles, vous avez prononcé le terme pour certaines d'entre elles. Eh bien, il y a eu une fonction, je pense, pour l'ensemble de la société d'identification. Soutien moindre, Brice Teinturier, pour les différents mouvements hostiles au pass sanitaire, au pass vaccinal. Mais aujourd'hui, vous savez, ce qui est très frappant, c'est qu'au mois d'août, comme il y avait une mobilisation pendant les vacances d'été, certains disaient « Regardez, c'est tout à fait étonnant, c'est le signe qu'il va y avoir une mobilisation très forte ». On ne l'a pas eu. Le convoi de la liberté, pardon, mais il n'a pas non plus fait florès dans notre pays. Donc on est tellement pris par la crainte de rater un phénomène central, en raison notamment des Gilets jaunes, que parfois je pense qu'on en vient à l'excès inverse, c'est-à-dire à voir dans un certain nombre de contestations un phénomène beaucoup plus large ou plus profond, et ce n'est pas le nier que de dire cela, beaucoup plus large ou plus profond dans la société qu'il ne l'est. Un mot de conclusion, Michel Offerlé. L'info en continu, là aussi, effectivement quelque chose qui, d'une certaine manière, vit de ça. Et donc il y a toute une série c'est un classique de la sociologie des mouvements sociaux, si vous voulez. C'est d'analyser le rapport entre justement le support des médias et puis également donc le mouvement social. Donc All the World is Watching You de Ted Gitlin. Donc les années 1960 sont des mouvements étudiants aux États-Unis. Et donc là, on s'aperçoit qu'à partir du moment où la presse lâche les étudiants, le mouvement retombe plus ou moins. Alors je ne dirais pas que c'est automatique, mais en tous les cas, je pense qu'il faut toujours, bien entendu, donc parler du rapport entre les médias et les mouvements sociaux. Sachant que les médias aussi sont aujourd'hui les réseaux sociaux, ce qui modifie complètement la donne là aussi. Absolument, effectivement. Là aussi, d'une certaine manière, il y a à côté donc de ce courrier du président de la République, alors j'ai oublié de le dire, mais également est inclus désormais dans le courrier, les appels, la presse quotidienne régionale et Twitter et Facebook. Un mot de conclusion, Brice Teinturier, sur cet état de l'opinion qui est finalement moins colérique selon vous que ce que l'on pourrait croire. Ou en tous les cas qu'il l'est moins qu'en 2018 et qu'il l'est moins à la même époque qu'en 2016-2017. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que le pays serait satisfait, c'est tout le contraire. Il est mécontent, certains, et un gros tiers, veulent même un changement radical, mais quand vous prenez également des échelles de polarisation, de radicalisation, on ne peut pas dire que la radicalité serait en expansion par rapport à 2016 ou à 2017, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle aurait disparu, bien évidemment. Et vous l'avez dit aussi, c'est un pays fatigué, peut-être parce qu'il se lève trop tôt. D'ailleurs, il est 8h46. Michel Offerlé, le livre que vous avez publié avec Julien Frétel, Écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée, est aux éditions de la Découverte. Merci Brice Teinturier pour vos commentaires. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué d'Ipsos France.